sommaire de cette édition, au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié 415 personnes, dont 13 condamnées pour terrorisme. C'était à l'occasion du 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. En Sierra Leone, quelques 600 personnes sont toujours portées disparues. Le bilan de la catastrophe est passé à plus de 400 morts à Freetown. Réunis en Égypte, les ministres jordaniens, palestiniens des Affaires étrangères ont appelé l'administration américaine à intensifier ses efforts pour relancer le processus de paix dans la crise israélo-palestinienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de préférer Sika pour vous informer. On démarre cette édition en bref et en images par le Nigeria où les populations ont célébré dimanche par des actions de grâce le retour de leur président Mamadou Buhari, rentré la veille d'un long séjour à Londres où il a été soigné d'une maladie dont la nature n'a pas été révélée. Des cérémonies se sont déroulées dans des églises de ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest, y compris au siège du gouvernement et de la présidence dans la capitale fédérale Abuja. Âgé de 114 ans, le président Buhari avait quitté le Nigeria le 7 mai pour son second congé pour raison médicale de l'année. Il doit s'adresser ce lundi matin à la nation nigériane. Au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié 415 personnes, dont 13 condamnées pour terrorisme. C'était à l'occasion du 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, une fête nationale du royaume célébrée chaque 20 août de l'année. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a gracié 415 personnes, dont 13 condamnées pour terrorisme, à l'occasion du 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, célébré le 20 août de chaque année. Selon le ministère marocain de la Justice, ces 415 personnes qui ont bénéficié de la grâce accordée par le souverain, dont certaines étaient en détention et d'autres en liberté, ont été condamnées par différents tribunaux du royaume. Dans le lot, 13 détenus condamnés dans des affaires de terrorisme et qui ont participé au programme Mossalaha, réconciliation en arabe. Un détenu a même bénéficié d'une commutation de sa peine de mort en peine limitée à 30 ans de prison. Aucun des détenus du mouvement de contestation qui agite la région du Rif dans le nord du pays n'a été pris en compte par cette grâce du souverain marocain. Et pourtant, la presse locale avait énoncé de nombreux indices qui avaient laissé penser qu'il allait le faire. Rappelons qu'au mois de juillet dernier, Mohamed VI avait gracié une quarantaine de détenus de ce mouvement de contestation, né en octobre dernier. Réunis ce week-end au Caire, en Égypte, les ministres égyptiens, jordaniens et palestiniens des Affaires étrangères ont appelé l'administration américaine à intensifier ses efforts pour relancer le processus de paix dans la crise israélo-palestinienne au Proche-Orient. Un processus qui est en panne depuis l'année 2014. Lors de cette rencontre, un accent particulier a été mis sur la solution à deux États revendiquée jusque-là par la Palestine. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'une réunion de coordination, les ministres égyptiens, jordaniens et palestiniens des Affaires étrangères ont dit apprécier le rôle des États-Unis dans le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Ils ont toutefois appelé l'administration américaine à intensifier ses efforts. Nous appelons à aider les deux camps, israéliens et palestiniens, à parvenir à un accord de paix fondé sur la solution de deux États. Nous apprécions le rôle des États-Unis pour parvenir à la paix et nous appelons toutefois l'administration américaine à intensifier ses efforts dans la période à venir. Il doit y avoir une base pour les négociations et cette base doit être claire et fondée sur la solution des deux États, basée sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine et Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État d'Israël. Ce processus doit être doté également d'un calendrier.
Le processus de paix au Proche-Orient, faut-il le rappeler, est paralysé depuis l'échec d'une initiative américaine en 2014. Cette rencontre des 3 ministres s'est tenue juste avant une visite dans la région d'une délégation de la Maison-Blanche, comprenant notamment Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain Donald Trump. Lors de sa visite en mai dernier dans la région, le président américain avait appelé Israéliens et Palestiniens à prendre des décisions difficiles pour la paix, sans pour autant expliquer la façon dont il compte obtenir ce qu'il a appelé l'accord ultime. Donald Trump s'est aussi gardé d'évoquer la solution dite de 2 États qui implique la création d'un État palestinien indépendant. En Sierra Leone, les recherches se poursuivent à Freetown où un glissement de terrain a fait plus de 400 morts. Quelques 600 personnes sont toujours portées disparues, mais plus les jours passent, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent et plus il devient compliqué de retrouver des corps. Des précisions à travers ce reportage. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le bilan du glissement de terrain de la semaine dernière à Freetown, qui a fait état de plus de 400 morts, pourrait encore grimper. Quelques 600 personnes sont toujours portées disparues, mais les chances de les retrouver vivantes s'amenuisent au fur et à mesure que passe le temps. Cependant, les recherches se poursuivent. Au début, nous retrouvions beaucoup de corps, mais ces 2 ou 3 jours, la moyenne est d'environ une dizaine. C'est un danger sanitaire potentiel. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre les recherches et essayer de retrouver le plus de corps possible. Durement frappées par cette catastrophe, les personnes déplacées à Freetown dorment toujours à la belle étoile. Dans l'immédiat, les autorités et les agences internationales vont devoir éviter la propagation de maladies qu'entraînent habituellement les inondations, comme la dysenterie et le choléra. Selon la Croix-Rouge, des éboulements de moindre ampleur ont également eu lieu depuis lundi dernier dans l'est de la capitale Freetown et à Bo, la 2e ville du pays. La saison des pluies est loin d'être terminée dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest et de nouvelles inondations restent encore possibles. En Angola, à quelques jours des élections générales, la campagne bat son plein. Le parti au pouvoir, le MPLA, a organisé samedi un meeting à Luanda en vue du scrutin qui aura lieu le 23 août prochain. L'Angola se prépare activement pour les élections générales prévues mercredi. José Eduardo dos Santos, qui a présidé pendant 38 ans à la fois son pays et son parti, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, n'est plus dans la course. À 114 ans, il a décidé de ne pas se représenter à la présidence, mais gardera la direction du parti. Le 23 août, les Angolais devront désigner son successeur. Lui a déjà choisi son dauphin. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, auquel il apporte son soutien au cours de la campagne électorale. Sur le bulletin de vote, il y a le drapeau du MPLA. Et à côté du drapeau, il y a une case pour mettre la croix. Ne vous trompez pas. C'est important pour obtenir la victoire du MPLA. Permettez-moi de remercier notre camarade président de notre parti, Eduardo dos Santos, d'être venu ici. Ce dernier acte politique montre que le capitaine de l'équipe n'a jamais été absent et c'est pour ça que notre campagne électorale est aussi réussie. Nous allons continuer le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé, le travail que le président dos Santos a lui-même continué. Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur. Merci beaucoup, peuple de Luanda. Les 6 partis en compétition continuent de sillonner les différentes provinces du pays avant les derniers meetings qui doivent se tenir à Luanda ce lundi. Les Angolais sont appelés aux urnes pour des législatives. Le parti qui remportera les élections désignera le président. Le MPLA, au pouvoir depuis 42 ans, est donné favori.
En Côte d'Ivoire, plus précisément à Mama, le village natal de Laurent Gbagbo, jeunes, femmes et vieillards ont toujours le regard tourné vers la haie où se déroule le procès de l'ancien chef d'État. Dans le fond des forêts bêtées de Gagnoa, la question du retour de Laurent Gbagbo est sur toutes les lèvres. Beaucoup rêvent du retour du fils du terroir, affectueusement surnommé le Houdi de Mama. Chris Paterne Assebia, notre correspondant à Abidjan, a séjourné dans ce village. Voici son reportage. Région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 30 km de la ville de Gagnoa et à 2 km de la sous-préfecture de Ouagayo, se trouve le village de Mama, un village devenu un vestige. Difficile aux visiteurs de reconnaître le chemin. La broussaille a littéralement envahi le panneau sur lequel se trouve le nom de ce village, juste à l'entrée. Comme si, ici, l'on avait décidé de se cacher de la face du monde depuis la chute de l'ex-président ivoirien. Première épreuve, il nous fallut nous-mêmes faire le ménage pour accéder au village. Ici, depuis quelques années, tous les journalistes sont soumis au même rituel d'accueil. Tu cherches par là aux gens où? Parce qu'on t'a dit de fumer, tu es là, tu fumes. On veut Gbagbo Laurent. Là, il y a tout rien. S'il y a Gbagbo, il y a la paix. Sans Gbagbo, zéro. Et cette jeune dame est l'une des nièces de Laurent Gbagbo. Depuis son arrestation le 11 avril 2011 par le régime Ouattara, suivi de son transfert à la Cour pénale internationale le 30 novembre 2011, à Mama, village natal de l'ex-président ivoirien, le soleil semble avoir cessé de briller. On n'a qu'à le laisser, il va venir. On est là, on l'attend. Après avoir parcouru quelques rues bitumées de ce village, nous tentons d'avoir accès à la résidence de l'ex-président ivoirien. Mais ici, les consignes sont claires. C'est une résidence privée. Et depuis l'arrestation du président, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de cette maison-là. Une certaine presse avait annoncé que la résidence était devenue une maison de passe. Nous sommes venus vérifier cela. Ça n'a pas été avéré. Depuis cette date-là, nous avons fermé totalement la résidence à toute visite. Voilà, ça va peut-être vous décevoir, mais c'est la décision que le village a prise. Après plusieurs minutes d'échange, notre interlocuteur cède devant notre détermination. Mathias Cadet nous conduit devant la vaste résidence du président déchu. Voilà la résidence. Vous ne pouvez pas y entrer. Nous la tenons par mois, les gens, des manœuvres y travaillent. Et nous espérons que d'ici là, Gbagbo sera là, il va revenir parmi nous, qui va réintégrer son domicile. Mais personne ne peut la visiter. Ici, beaucoup de jeunes ont cessé de voir la vie en rose depuis la chute brutale de celui qu'on appelle affectueusement ici le Houdi, le garçon de Mama. Ici, c'est les grands frères, les petits frères. Il y en a même qui ne travaillent plus, qui travaillaient quand le président était là, qui ont été chassés de leur travail et ils sont venus s'asseoir au village avec nous. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a aussi qui étaient militaires, qui ont été chassés aussi. Comme quoi, sur la pièce d'identité, il y a Mama dessus, tout ça. Donc, ils ont été chassés, ils sont venus s'asseoir au village avec nous. Devant le spectacle de son procès qui se tient à La Haye et retransmis par des chaînes de télévision africaines, femmes et enfants gardent le courage et l'espoir. Aujourd'hui, le village est devenu triste. Les femmes n'ont plus de mouvements, nous ne sommes plus en joie. Et c'est ça, notre vie, la vie est devenue monotone à notre niveau. Donc vraiment, ça nous fait mal au cœur. On n'y peut rien. Pour bien d'autres ici, Laurent Gbagbo sera blanchi des crimes dont il est accusé et reviendra à Mama, pourvu que l'on veille à entretenir et à sauvegarder le patrimoine de l'ex-président ivoirien. C'est sur cet optimisme des Ivoiriens que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur SICA.